Merci beaucoup à toute l'équipe de Cadiste pour l'invitation et de nous permettre de discuter ce soir de la scène et jeune scène de l'art vidéo en Tunisie, de ce qu'est être artiste et créer dans le contexte tunisien aujourd'hui, et d'explorer tout ça à travers le motif de la nuit. Donc la nuit, c'est très paradoxal, et c'est ce qui m'a donné envie de prendre cette entrée. La nuit, c'est à la fois le danger, la menace. On pense toujours, disons que l'imaginaire tunisien et plus largement maghrébin, les contes sont toujours faits de ces histoires d'ogresses, avec des ogresses qui profitent de la nuit pour aller dévorer les petites filles. La tradition juive dit aussi qu'il faut se laver les mains le matin, se laver des démons de la nuit. Donc la nuit, c'est tout ça, c'est une menace, une inquiétude, c'est parfois aussi l'obscurantisme, le désarroi, le désespoir. Mais la nuit, et vous nous le montrez très bien, c'est la liberté, c'est la métamorphose, c'est un espace de rêve, c'est l'espace du temps aussi, du conte, pardon, du récit. C'est le moment de la transformation. Donc voilà, on avait envie d'explorer tout ça à travers les films de nos 4 jeunes artistes vidéastes tunisiens et tunisiennes, dont 2 sont présents et c'est vraiment un bonheur de pouvoir discuter ce soir tous ensemble. Donc Younes et Sahar. Sahar, tu es donc artiste, cinéaste, tu es aussi chercheuse en études cinématographiques, tu vis et tu travailles à Tunis. Younes, tu es en ce moment à la Cité des Arts, en résidence à Paris. Tu es entré au Fresnoy en 2020 et tu es architecte, artiste et cinéaste également. Les 2 autres, donc Ashraf qui n'est pas présent, et on va avoir l'occasion de parler de cette problématique des visas qui est l'un des premiers obstacles pour les artistes tunisiens et tunisiennes, celui de l'isolement de la scène et des difficultés de mobilité, circulation des œuvres mais aussi circulation des personnes, avec une politique des visas de plus en plus stricte de la part des pays européens. Et c'est vraiment quelque chose à avoir en tête parce que c'est une scène très isolée et c'est vraiment une scène de la débrouille. Donc on va y revenir, mais c'est quelque chose, je pense, il faut insister là-dessus parce que ça rend tout compliqué aussi en termes de développement des imaginaires, de rencontres. C'est compliqué quand on n'est jamais sorti de la Tunisie à 25 ans ou à 30 ans et qu'on a finalement peu de possibilités de rencontres aussi en termes artistiques. Donc Ashraf, qui ne peut pas être présent ce soir, est encore étudiant en cinéma. C'est un jeune artiste vidéaste. Et Wafé est étudiante à l'école d'architecture de Sidi Bou Saïd, donc à l'ENO, et vidéaste, artiste. Voilà. L'un des personnages aussi, puisqu'on parlait de littérature, qui m'a inspiré cette idée de la nuit, c'est Barguelil. Donc c'est un personnage réduit en esclavage qui se déchaîne au premier sens du terme, la nuit, qui se transforme complètement et qui se libère en transformant tous les objets en percussion. C'est un roman de Béchir Khraïef qui vient d'être traduit, donc je vous recommande de le lire. Ça a été traduit par Samia Sherfi. Donc vous pouvez le trouver quelque part ici, voilà, dans la bibliothèque, et probablement le commander en librairie si vous voulez qu'on le fasse circuler. Donc Samia est professeure de littérature à Tunis. Et elle nous a gentiment envoyé cet exemplaire. Donc peut-être aussi parler très rapidement, et puis après, je passerai la parole aux artistes, du contexte tunisien. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ce qui se passe en ce moment en Tunisie. C'est extrêmement difficile. On est en train de traverser une période de troubles et de secousses à tous les niveaux, avec un retour, un penchant autoritaire de plus en plus prononcé, un racisme exacerbé qui devient de plus en plus difficile à vivre, en particulier pour les communautés noires tunisiennes et venues d'Afrique subsaharienne.
Donc c'est important d'avoir tout ça en tête. Une répression de plus en plus forte en Tunisie et l'ombre de la censure qui repointe son nez. Voilà, donc gardons tout ça en tête dans cette discussion. Et pourtant, dans ce contexte compliqué, on a une scène extrêmement active, effervescente. Il se passe des choses tout le temps, il y a des merveilles qui apparaissent. Et comme je le disais, avec cet art de la débrouille, il n'y a qu'à voir les génériques. Le film d'Ashraf, c'est 3 personnes, par exemple. Donc c'est toujours des tout petits budgets et puis beaucoup de solidarité dans la scène. Et on bricole et ça fonctionne plutôt bien, je crois. Mais ça fatigue aussi. Ça ne fonctionne pas sur le long terme, c'est source d'épuisement et on essaie de trouver des solutions à tout ça. Alors peut-être pour commencer, Sahar, une question très simple mais qui va ouvrir à plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu es arrivée à faire ce film? C'est une commande, plus ou moins, tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce film et comment tu l'as réalisé? Merci Cadiste, merci à toute l'équipe de Cadiste et à Camille pour cette invitation. Je suis très ravie que le film soit projeté ici. Pour le film, j'évite de dire le mot commande parce que c'est pas une commande, c'est-à-dire je ne vais pas répondre, je ne suis pas en train de répondre à une formule ou à une recette pour préparer quelque chose. Donc j'ai été sollicitée par l'association Doghouse, qui est une association destinée et qui travaille sur le documentaire tunisien. Et à chaque fois, ils travaillent sur une thématique bien précise. Donc j'ai été invitée pour travailler sur la question du genre et la sexualité non normative en Tunisie à travers la réalisation d'un documentaire, de ce documentaire que vous venez de voir. Voilà, donc j'ai réfléchi, bien sûr, avant d'accepter. Cette question, donc la question du genre et la sexualité et les minorités sexuelles en Tunisie m'a toujours intéressée, tout d'abord parce que je suis une citoyenne tunisienne et je suis une femme, donc je ne peux qu'être... c'est-à-dire c'est une question qui me touche essentiellement en tant que femme. Et ça fait partie des causes que j'ai toujours défendues en groupe ou sur le plan individuel. Donc voilà, donc c'était un défi pour moi de réaliser ce film-là, parce qu'avant je n'ai jamais pensé à réaliser ou à faire un film sur cette thématique-là, c'est-à-dire précisément sur ça. Donc j'avais d'autres soucis, si on veut dire, cinématographiques ou politiques, ou voilà. Donc voilà, donc j'ai accepté de travailler dessus et j'ai rencontré Manuela. Donc j'ai rencontré Manuela qu'on voit dans le film. Je l'ai rencontrée à travers un ami qui est là d'ailleurs, que je remercie beaucoup, Mohamed Aissaoui. Donc c'est grâce à lui que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et bien sûr, avant de faire le film, on a passé des mois et des mois ensemble. C'est-à-dire, je ne peux pas concevoir un travail, ou surtout un travail artistique, et un film documentaire bien sûr, ancré dans le réel, sans connaître les protagonistes, sans connaître les êtres humains, parce que ce sont des êtres humains avant qu'ils soient des personnages dans le film. Donc nous avons passé des mois ensemble, voilà, à discuter. On discute de tout et de rien, mais on ne discute pas du film en tout cas. Mais on discute, on boit un café ensemble le matin, on est devenus amis, on se fait des confidences, on boit des bières, on regarde des films, voilà. Et puis voilà, et puis donc je l'ai invitée parce que Manuela c'est une danseuse, c'est comme ça qu'elle se présente, c'est une femme danseuse, elle s'identifie comme femme. Et comme je ne connais pas trop son travail de spectacle, donc elle fait des drag shows dans des événements privés, et comme je n'ai pas accès à ces événements-là et à ces spectacles-là, parce que ce sont des événements très restreints et très privés, et que je comprends, je comprends tout à fait que ça soit privé en Tunisie. Et donc je l'ai invitée dans le film pour me montrer ce qu'elle fait.
Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire et puis donc de Manuela grâce à Manuela, donc j'ai rencontré Hela, la maquilleuse qu'on voit dans le film. Hela, c'est une travailleuse de sexe en Tunisie, et de temps en temps, elle est invitée par ses amis pour faire le maquillage dans ce genre d'événements privés et de spectacles. Donc c'est un monde que je ne connais pas, c'est-à-dire je le connais soit sur les réseaux sociaux, dans des manifs où c'est la grande cause LGBT, minorité sexuelle, donc oppression. Donc et c'est grâce à Manuela et Hela que j'ai pu découvrir tout ce monde à la fois c'est un monde féerique, parce que féerique aussi c'est très séduisant quand on voit les couleurs, quand on voit les costumes, quand on danse, mais aussi c'est un monde très très obscur aussi, et parce que donc c'est un monde de tous les paradoxes en fait. Donc voilà. Juste après, on a commencé à filmer. On a filmé un peu dans la rue. Est-ce que tu peux nous parler justement des manifestations qu'on voit Oui. Donc dans le film, il y a 2 manifestations auxquelles Manuela et ses camarades ont participé. Donc il y a une manifestation de la manif, c'est la marche silencieuse des femmes, là où toutes les associations féministes en Tunisie participent chaque année. Je ne me rappelle plus du mois, mais c'était en novembre ou c'était en hiver. Je ne me rappelle plus. Mais c'est une manifestation annuelle, c'est comme une tradition en Tunisie, Et pendant cette manifestation, toutes les associations aussi qui militent pour le droit des minorités sexuelles en Tunisie et de toutes les minorités participent. Et donc j'ai pris ma caméra et j'ai accompagné Manuela avec toutes ses camarades pendant cette manif-là. Et voilà. Et une autre manifestation, là où on voit le drapeau cuir communiste, c'était une manifestation devant le tribunal à Tunis, à Bebnet, pour la libération de ce sont 2 camarades de Manuela qui s'appellent Saïf et Hamza. Saïf, c'est le président de l'association Damj. Il était le président de l'association Damj pour le droit des minorités en Tunisie, qui a été agressé par un député au Parlement tunisien islamiste. Donc voilà. Et voilà. Donc c'était une trouvaille, moi je dirais, entre moi, entre Manuela, Hela, ses camarades, et voilà, ça m'a permis d'avoir une petite immersion dans ce monde de lutte, et de joie aussi, c'est-à-dire quand on voit le film, ce sont 2 êtres qui résistent aussi dans le film. Voilà, donc ouais. Et qui témoignent de et qui témoignent de lutte et de force. Hela a été en prison, a été une fois en prison. Elle a été agressée aussi plusieurs fois par les policiers en Tunisie la nuit, en sortant de la boîte de nuit. Et c'est juste parce que c'est une femme trans, c'est une femme, c'est une personne qui s'identifie comme femme. C'était, voilà. Et ouais. Merci. Je vais m'adresser à toi cette fois, mais je voulais revenir au titre de l'événement, ce n'est qu'à la tombée du jour. En fait, c'est inspiré d'une phrase qui dit ce n'est qu'à la tombée du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. C'est une phrase de Hegel dans la préface des principes de la philosophie du droit. Pardon, ça fait un peu lourd comme ça, mais je la trouve très belle cette phrase. Donc c'est l'idée que il faut attendre
que le jour tombe, ou en tout cas que les événements ou les secousses prennent fin pour pouvoir... je suis intimidée parce qu'il y a Avishag en face de moi qui est philosophe. Prendre un peu de recul donc face aux secousses et aux événements pour faire un pas de côté et être capable de produire de la pensée ou du savoir. Et du coup, on peut étendre à la création aussi artistique et donc à la vidéo. Alors là, on est en pleine secousse. Et pourtant, toi, Younes, tu arrives à faire ce pas de côté, j'ai l'impression, et par la force de l'abstraction, parce que ton film, et ça rejoint aussi l'exposition de Cadiste, en ce moment, c'est l'accrochage qui est en cours, que vous avez pu voir. Ton film, il y a bien sûr ce silence, mais c'est jamais frontal. Tu es vraiment en train de nous plonger dans une recherche aussi formelle et plastique, pour parler de, je ne sais pas si c'est la bonne formule, pour témoigner ou en tout cas représenter quelque chose d'extrêmement dur qui nous touche tous beaucoup, donc qui est la question de la mort, de qu'est-ce qu'on fait de ces corps, de ces naufragés, de l'exil et de ce qui est en train de se passer et qui, par ailleurs, s'est beaucoup accéléré ces dernières semaines. Les départs en bateau vers l'Italie en raison d'une part de la crise économique en Tunisie et des violences racistes qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, qui ont été longues et profondes. Est-ce que tu peux nous parler de ça et de peut-être aussi nous parler de ce personnage qui est en fait une personne réelle, de ce qu'elle fait à Zarzis, comment tu l'as rencontrée et comment tu as écrit et imaginé ce film? Je pense que le film s'intéresse plutôt au lieu qui est le cimetière des inconnus. À Zarzis. Oui, qui a été créé par Shamsuddin. Et justement, tout le dispositif cinématographique était de... Pour moi, c'est une épuration plutôt qu'une abstraction parce que j'essaie pas de rendre les choses abstraites. Mais justement, comment parler de la mort ou de la migration sans parler directement de ça? Par exemple, Christo, l'artiste, quand il va parler d'un monument, il va le cacher. Et c'est comme une forme de révéler son essence. Et j'aime beaucoup cette idée de pas être tout de suite dans le sujet, mais de comprendre petit à petit. Et donc tout le film se construit autour de ce lieu qui est le cimetière des inconnus, et c'est le nom que Shamsuddin, qu'on voit dans le film, qui est un pêcheur. Donc Shamsuddin, il a créé ce lieu-là pour donner des tombes aux corps rejetés par la mer, parce qu'avant la Révolution, ils étaient enterrés dans des fosses communes. Et ce film, j'ai commencé à le faire ou à y penser avant le Frénois, quand je finissais l'école d'architecture. Et entre-temps, Shams a été témoigné. Donc, je l'ai vu dans plusieurs témoignages où il parlait de cimetière. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas ce personnage qui est beau et il a un discours très poétique sur ce qu'il fait, très profond, mais il y a des gestes comme ça, élémentaires, qui m'intéressent, ce soin qu'il donne aux morts. Et par la suite, donc il y a tous ces rituels en lien avec les morts, mais aussi les migrants, parce que je voulais qu'il y ait quand même un ancrage. Mais là vient la question de légitimité, comment filmer ces gens. Et je voulais pas avoir des migrants qui parlaient de ça, mais j'ai trouvé comme dispositif cinématographique aussi ces objets-là que je filmais, qui sont manipulés par deux mains, et ces objets appartiennent à des femmes, enfants et des adultes, et c'est des corps qui incarnent, ou c'est des objets qui incarnent les corps des morts, et qui portent des cicatrices aussi, et qui vont devenir de plus en plus énigmatiques
Et donc tout le film se compose de fragments, on va dire. Donc il y a ce lieu principal, il y a une architecture vernaculaire aussi à Matmata. Donc ces personnages que je filme, ou ces silhouettes ou présences, ils vont se côtoyer autour des éléments. Donc il y a une scène où on va se purifier avec de l'eau. Et vers la fin du film aussi, il y a le feu. Et le dernier plan, on voit la lumière. Et c'est toujours dans cette idée de revenir à la quintessence des choses et épurer plutôt que parler beaucoup et dire beaucoup de choses politiques qui sont intrinsèquement, je pense, présents. Mais voilà, ça rejoint cette idée de cacher le monument de Christo et de révéler son essence. Et tu disais quelque chose de très beau l'autre jour, tu disais que tu voulais montrer la dignité dans la vie et dans la mort. Parler de cette dignité-là. Oui, parce qu'il y a un rapport, si on enlève tout ce discours politique, et il y a quelque chose de revenir en fait au premier corps. Moi, je pense toujours au premier corps qu'on a enterré, et autant qu'on accorde, et à l'importance qu'on accorde aussi au corps. Et je voyais ça dans ces gestes, dans les gestes de Shams, c'est-à-dire il y a quelque chose de très humain, et je pense que ça devient plus fort dans le silence, parce que c'est une contemplation, une méditation sur ce soin qu'il porte aux morts. Merci. On parlait l'autre jour de pessimisme et de notre rapport au pessimisme. Est-ce que ça peut créer ou pas? Est-ce que ça nous écrase? Est-ce que ça nous étouffe? Ou quelle place ce pessimisme-là qui en fait étouffe quelque part toute la société et la scène, en ce moment en tout cas, mais depuis quelques années quand même. Quelle place ça laisse à l'imaginaire et à la création, et quel est votre rapport, vous, à cette atmosphère-là dans laquelle on est plongé en Tunisie? Tu m'as dit l'autre jour, je ne suis pas un être joyeux. Oui, je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas optimiste non plus. Je suis une optimiste prudente, peut-être. Oui, je dirais plus. Peut-être je parlerai de mélancolie, peut-être. Mélancolie, c'est peut-être le mot le plus approprié, en tout cas à mon être et à ce que je fais. C'est-à-dire que, je ne peux pas écrire ou concevoir un travail artistique en dehors de cette mélancolie qui peut m'enrober. Oui, sinon si je suis joyeuse, si j'ai des soucis, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais créer? C'est-à-dire, c'est une réalité, et c'est-à-dire c'est un fait. C'est-à-dire que et je pense aussi, dans les moments de mélancolie, pour revenir un peu à la question, pour contextualiser un peu le propos, travailler, dans les moments de crise. Moi, je pense que la crise, elle est très importante pour la création artistique. C'est-à-dire, ça génère beaucoup de, tout d'abord beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions, et c'est toujours une réponse à quelque chose. C'est-à-dire créer. Pourquoi créer? À mon sens, parce que c'est une réponse à quelque chose, c'est une réaction à quelque chose. C'est-à-dire, j'ai un souci et je veux le traduire en quelque chose, en un texte, en une image, en vidéo, en film. Et à mon sens, je ne peux pas, c'est-à-dire, je ne peux pas travailler en dehors de ça, c'est-à-dire que c'est un moteur, je pense, la mélancolie, en tout cas pour moi, c'est un moteur pour réfléchir déjà, pour réfléchir, pour penser, et puis pour créer. Donc, si on regarde un peu,
les travaux ou bien les œuvres tunisiennes en cinéma, en vidéo, en théâtre. Enfin, je pense que c'est une réaction à quelque chose, une réaction à une réalité politique, une réaction à une réalité sociopolitique voilà, qui est révoltante, c'est-à-dire... Donc c'est une manière de l'affronter aussi. Oui, c'est une manière de l'affronter, c'est une manière de répondre, c'est une manière d'agir aussi. C'est-à-dire on peut manifester, mais aussi on peut faire des films. C'est-à-dire c'est comme un outil, c'est comme voilà. C'est déjà un acte révolutionnaire ou de révolte en soi. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que, et c'est très important, c'est-à-dire que oui, la crise, la mélancolie, la tristesse. Voilà. En tout cas pour moi c'est primordial. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est inconscient, c'est-à-dire que c'est inconscient. C'est pas quelque chose. C'est un moteur, oui. C'est-à-dire que je me lève pas le matin, je suis joyeuse. Non, je me pose pas ces questions, tu vois. Donc c'est quelque chose de spontané, presque naïf des fois. Donc oui. Et pour toi, Younes, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique d'être sortie de Tunisie, du coup, en intégrant le Frénois en 2020, 2020, oui, fin 2020. Déjà par rapport à la situation, quand j'étais à Tunis, je travaillais en architecture et j'avais fait l'école d'architecture et l'art pour moi, même si la pratique en elle-même c'était dur de créer, je parle d'un point de vue de production. Pour moi, c'était là où je me sentais libre et là où je peux créer sans trop penser aux choses. Je sais pas, je comparais toujours ça à l'architecture, qui a effectivement une une partie de création, mais quand on confronte la réalité professionnelle, c'est très différent parce que la partie créative, elle va prendre 10% et après on est dans un processus d'exécution où on va... Et pour l'art, pour moi, c'était... donc j'ai appris à filmer seul, monter seul, et c'était autoproduit aussi, mais parce que j'avais envie de créer, et j'avais pas de fonds de la part de l'État, parce que pour l'art contemporain, c'est presque inexistant. J'avais commencé avec la photographie, avec d'autres médiums, avant d'arriver au cinéma et à l'art vidéo. Et ce qui m'a poussé un peu à voir ailleurs ou c'était pas peut-être le contexte, même si c'est pas facile évidemment de créer à Tunis, mais c'est au bout d'un moment on va exposer dans les mêmes lieux, côtoyer les mêmes personnes, et cette redondance aussi, elle va tuer le... On a un circuit clos en fait. Et voilà, des fois on a besoin de se ressourcer ailleurs et de rencontrer des personnes avec qui on a probablement des affinités et ça nous nourrit et on avance ensemble. Mais tout ce qui me motive, c'est sûr que c'est lié à la Tunisie, c'est-à-dire peu importe le contexte, et je rejoins Sahar aussi sur cette idée-là. Ma motivation, ça vient de là, c'est une lumière qui est là-bas. Après, ma recherche en architecture, c'était sur le pouvoir poétique de la brique en terre cuite. C'est un matériau du sud, à Tozeur. Et c'est toute une recherche sur l'émotion en architecture. Qu'est-ce que l'émotion en architecture et comment elle se transmet? Est-ce que ce pouvoir poétique du matériau, est-ce que c'est une qualité intrinsèque au matériau? Ou si c'est une mise en œuvre particulière qui va sublimer le matériau et donner cette poésie-là. Et je pense que... Donc j'ai fait aussi un film en lien avec ma recherche, c'était mon premier film où j'ai filmé mes ancêtres
qui fabrique ces briques en terre. Mais je pense l'importance de la Tunisie aussi ça nous façonne en quelque sorte. Et quand je fais mes images, il y a cette motivation pour moi de capter cet esprit du lieu dans les images. Et forcément, je me connecte avec cette terre quand je suis sur certains lieux, sous une lumière. Donc si je dissocie le contexte plutôt production, financement, manière de, je sais pas, c'est très compliqué. Mais pour tout ce qui est rapport un peu romantique, oui, c'est sûr que enfin pour moi, c'est ma motivation pour faire des choses.
Cheers.